Bonjour à tous, merci d'être venus. Je me présente, je suis Céline Cabrera, je suis la responsable du service des relations internationales. C'est Eneco Chipi, le directeur des relations internationales. Aujourd'hui, on va vous présenter les possibilités de validation de l'expérience à l'international. Comme vous le savez, nos étudiants ils doivent effectuer une mobilité internationale pendant leur cursus. Depuis cette année, c'est une mobilité de 17 semaines. C'est un critère imposé par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur. Mais c'est avant tout un gros plus pour nos étudiants, puisque c'est une richesse. Ils vont, en plus de se perfectionner en langue, acquérir une nouvelle façon d'étudier ou une nouvelle façon de travailler. Donc là, on va vous présenter un petit peu les différentes possibilités tout au long de leur cursus. Alors voilà, donc à l'ENSEA, on a un gros réseau de partenaires. On a à peu près 140 partenaires pour un échange académique ou un stage. Et on a également 30 partenaires pour un double diplôme. Donc dans le cadre d'un double diplôme, nos étudiants ils vont acquérir à la fois le diplôme de l'ENSEA et le diplôme du partenaire. Donc vous voyez sur les zones colorées, c'est des zones où on trouve des partenaires. Donc là, on a quelques photos. Donc ça, c'est nos étudiants qui nous envoient quelques photos. Alors là, c'est des photos de stagiaires un peu partout dans le monde. Ils nous envoient régulièrement des photos, des témoignages, savoir que tout se passe bien. Alors, quand est-ce qu'on peut partir et comment exactement? On propose tout un éventail de possibilités de départ. À partir de cette année, le départ doit s'effectuer sur 17 semaines, mais ces 17 semaines sont sécables. On peut partir à plusieurs reprises pour totaliser 17 semaines de séjour à l'étranger pour stage ou pour études. On peut commencer à partir dès la première année sur des mobilités très courtes. Donc, du summer programme, c'est des petits cycles d'études à l'étranger sur 1 mois ou 2, en général sur des thématiques très très spécialisées. Ça va être de la robotique, ça va être de la cybersécurité, de la donnée, des choses comme ça. On a une vingtaine d'étudiants par an également qui partent en première année en mission humanitaire. C'est les étudiants Humancia, c'est une association qu'on a ici, et ils partent au Togo, au Bénin, au Sénégal. Cette année, ce sera le Sénégal probablement. En règle générale, ils installent des panneaux photovoltaïques dans des écoles, dans la plupart des cas, ou dans des villages. C'est une autre manière de commencer à valider son expérience internationale, les missions durant 1 mois. La plus grosse partie des étudiants va commencer à partir pour des périodes plus longues en fin de deuxième année. Je vais parler du semestre suivant. En fin de deuxième année, le stage d'assistant ingénieur, qui est un stage de 3 à 4 mois, qu'effectuent tous nos étudiants, qui est obligatoire, il y a 4 crédits adossés sur cette expérience, ce stage-là peut se faire à l'étranger. Ça concerne 100 à 200 étudiants par an qui décident de le faire à l'étranger. Il peut se faire en entreprise ou en laboratoire. Si c'est en laboratoire, en règle générale, on porte la candidature de l'étudiant puisque c'est dans nos universités partenaires. Et si c'est en entreprise, on va l'accompagner, je vais en parler un petit peu plus tard. On a des ateliers, on a des formations pour les aider à trouver en entreprise à l'étranger. En amont, les étudiants peuvent commencer à partir pour études, remplacer l'un de leurs semestres à l'ENSEA par un semestre à l'étranger, en l'occurrence le semestre 8. À ce niveau-là de la formation, l'éventail de possibilités d'études à l'étranger est un peu plus restreint, tout simplement parce que notre formation de semestre 8 est encore assez généraliste, elle est plus généraliste que les masters que les étudiants rejoignent. Donc on sélectionne un certain nombre de cursus possibles. À l'heure actuelle, 3 sont ouverts pour cette année-ci, ça change un peu tous les ans. On a de la mécatronique à Vilnius, de l'informatique à l'Aquila en Italie, et de l'énergie à Riga. Donc par ce biais, l'étudiant va commencer à se spécialiser un petit peu plus que ce qu'il ne ferait en restant à l'ENSEA. Et on prend soin de leur proposer des cursus prédéfinis de formation qui les préparent aussi à nos semestres 9, à leur retour, pour qu'ils aient tous les prérequis pour rejoindre l'une de nos options. La majorité des étudiants partant pour études vont faire le choix de partir à partir du semestre 9, puisque à partir du semestre 9, premier semestre de 3e année, les étudiants ont accès à l'intégralité du réseau. Ils peuvent partir sur les 140 partenaires dont on parlait, et sur la trentaine de doubles diplômes dont on parlait. Ces échanges-là peuvent être des échanges simples, c'est-à-dire qu'on remplace une partie de la formation à l'ENSEA par de la formation à l'étranger. Les échanges simples peuvent durer 6 à 12 mois, au choix de l'étudiant. Ou ça peut être un parcours de double diplôme. À ce moment-là, l'étudiant va passer 12 à 24 mois à l'étranger et revenir également avec le diplôme local. Autre possibilité, c'est de partir également en stage, mais plutôt en projet de fin d'études. En 10e semestre, le 2e semestre de 3e année est consacré à un long stage de 6 mois, et ce long stage de 6 mois peut s'effectuer également à l'étranger, soit en entreprise, soit en laboratoire de recherche.
D'autres possibilités existent, on peut faire un volontariat international en entreprise, un volontariat international en administration. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et on essaie d'accompagner chaque étudiant dans la construction de son projet. Voilà les manières principales de pouvoir partir à l'étranger pour valider son expérience internationale et simplement acquérir une expérience internationale dans le cadre de son cursus. D'autres photos, encore, à Milan, à Madrid et en Amazonie, on a des partenaires en Équateur. Ce sont des stagiaires, encore une fois, hein, donc sur certaines destinations, par exemple l'Équateur, la formation est en espagnol. On précise toujours à l'étudiant, évidemment, la langue de formation. Ils ont plusieurs outils, des catalogues que vous pourrez venir voir sur notre stand. La formation est en Équateur, donc le gros de nos étudiants allant en Équateur vont y faire un stage. Ils travaillent en laboratoire de recherche en anglais. Ils peuvent se promener en Amazonie, si ça les tente. Voilà, donc une des façons de partir, c'est partir pour un échange, donc en mobilité d'études. Donc l'échange, ça va être soit un semestre, soit 2 maximum. Le but, c'est d'acquérir 30 crédits ECTS qui pourront ensuite, s'ils les ont validés, transférer dans leur cursus de l'NCA. Donc on considérera qu'ils auront validé leur mobilité à l'étranger. Donc ça, c'est possible, comme on l'a vu, dès le S8, donc le 2e semestre de 2e année, mais sur quelques partenaires. Et puis possible donc en 3e année sur tout le réseau, et après en S10 sur la majorité du réseau. On peut aussi également partir sur la 3e année entièrement, hein, S9 et S10, et faire son projet de fin d'études, son stage de fin d'études après la mobilité d'échange. Alors, ça fait beaucoup de possibilités, hein, mais sachez que tous les ans, on organise ce qu'on appelle le mois international, bon à tort maintenant parce qu'il s'est étalé sur quasiment 2 mois, mais entre octobre et novembre, on propose quasiment tous les jours le midi des présentations de zones en particulier, de partenaires en particulier. On invite nos partenaires à intervenir, parfois en visio, parfois en présentiel, pour essayer de brosser un panorama le plus précis possible de toutes les possibilités pour les étudiants. Et puis ils peuvent évidemment venir nous voir et on les oriente dans tous les cas. D'autres images, d'autres étudiants, un petit peu partout. Pour le double diplôme. Donc le double diplôme, ça concerne une liste un peu plus restreinte de partenaires. Ça consiste à obtenir en fin de formation et le diplôme NCA et le diplôme d'un partenaire. Ces mobilités vont durer au minimum 1 an sans le projet de fin d'études. Donc elles impliquent de revenir au bout d'1 an, finaliser ou faire son projet de fin d'études. Elles impliquent un prolongement minimal de 6 mois de la durée globale de formation. Ce qui est un critère de la commission d'éthique d'ingénieur, encore une fois. Il faut que ce soit un peu plus long qu'une formation normale. En général, lorsque les parcours de double diplôme durent 2 ans, ils incluent le projet de fin d'études. Les étudiants font l'équivalent du master qu'ils rejoignent. Alors on parle plutôt de master thesis, de mémoire de master, dans le cadre d'un master, mais on transfère cela en tant que projet de fin d'études. C'est une période de travail en laboratoire de recherche en général qui vient remplacer le projet de fin d'études. Les départs ne peuvent se faire qu'à partir du semestre 9, qu'à partir de la 3e année, dans ce cas-là, tout simplement parce qu'on va remplacer notre semestre de spécialisation par un master spécialisé dans le même domaine à l'étranger que l'étudiant va suivre en intégralité. Ça implique donc forcément un prolongement d'études qui peut aller jusqu'à 1 année entière avec le PFE. Voilà. Alors pourquoi le double diplôme? On a souvent cette question-là d'étudiants et de parents. Pourquoi aller chercher un double diplôme? En premier lieu, ça va être pour faire un morceau de carrière dans le pays dont on va chercher le diplôme. Cela aide dans certains pays, est indispensable dans d'autres. Au Japon, par exemple, il faut un diplôme japonais si on espère faire carrière. Ça peut être également pour avoir une carrière un peu internationale, pour être un petit peu plus exportable, pour avoir des missions d'expatriation un peu plus facilement, ce genre de choses-là. C'est surtout pour ça qu'on va chercher un double diplôme. Certains étudiants le font par intérêt scientifique pur, parce qu'ils souhaitent étudier pendant 2 ans quelque chose de très spécialisé. Ça peut être une raison aussi de partir. Ce sont les motivations principales de nos étudiants pour partir sur un cursus plus long. Et d'autres photos également. Rome, Cork, notre partenaire du sud de l'Irlande, et Barcelone. Alors pour les stages. Donc les stages, comme je vous expliquais, il y a 2 moutures. On peut partir à 2 moments en 2e année ou en PFE. Ça peut se faire en entreprise ou en laboratoire. En entreprise, on a quelques contacts. Certains enseignants ont des contacts. On a une base de données de tous les stages qui se sont effectués en entreprise sur les 10 dernières années. En règle générale, on convie l'étudiant à venir au bureau et on regarde avec lui cette base de données, voir si certaines structures, certains stages qui auraient été faits dans le passé peuvent l'intéresser pour nous recontacter la structure ou l'inviter à le faire. Et on l'accompagne sur la construction de son CV,
Cette année, on a inauguré un atelier spécifique de formation pour leur enseigner comment faire un CV à l'international, zone par zone, leur présenter les normes dans chaque pays, dans certains cas, région, dans d'autres cas, afin qu'ils puissent comprendre comment aller chercher un stage à l'étranger en entreprise. Souvent, les entreprises préfèrent se passer d'intermédiaires académiques, aiment le contact direct avec l'étudiant. Donc nous, on les aide à constituer leur dossier, mais on va assez rarement contacter directement les entreprises, nous. C'est assez mal reçu, en règle générale. Par contre, les laboratoires, ce sont des partenaires. C'est des universités partenaires dans la plupart des cas. Et donc, ce sont des gens qu'on connaît, ce sont des chercheurs avec qui on travaille. Et à ce moment-là, on a de la même manière un entretien avec l'étudiant, on regarde un petit peu quel est son intérêt scientifique, géographique, et puis on lui propose des structures qui pourraient l'accueillir en tant qu'assistant de recherche. Puis ensuite, on va lui demander un CV, une lettre de motivation, et la transmettre, nous, aux partenaires, aux chercheurs que l'on connaît, pour voir si le chercheur peut recevoir l'étudiant en tant que stagiaire dans son groupe, voilà, dans le domaine qui intéresse l'étudiant. Je vais peut-être dire deux petits mots avant d'oublier. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont concernés par l'apprentissage ou par le bachelor? Non? Tout va bien. C'est une formation niveau licence qui ouvre l'année prochaine. Mais ce n'est pas le cycle ingénieur. Si vous êtes tous intéressés par le cycle ingénieur ou concernés par le cycle ingénieur, j'ai tout dit. D'autres photos, d'autres stagiaires, un petit peu partout. Oui. On va voir les noms des partenaires du pays pour voir un peu anticiper. Juste les noms, vous les avez sur le site internet de l'école. Sur l'onglet international, vous avez la liste. Pour connaître quel master est disponible chez chaque partenaire, on édite chaque année un catalogue, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez variable et qui est accessible aux étudiants, et qui peuvent diffuser autant qu'ils veulent. Mais le catalogue de cette année est disponible pour les étudiants sur leur plateforme pédagogique. Donc voilà, quand on rejoint l'NCA, on rejoint aussi un campus multiculturel. Cette année, on a accueilli plus de 90 étudiants internationaux dans l'école, qui viennent d'un peu partout dans le monde. On a 17 nationalités représentées. Et pour nos étudiants locaux, il y a la possibilité de les rencontrer, de les côtoyer, par exemple en intégrant le TD international, donc avec les cours en anglais. Et ils peuvent suivre dès la deuxième année un cursus entièrement en anglais. Ils peuvent aussi rejoindre l'association FIP, qui est présente avec nous sur le stand, le Foreign Integration Program, qui est en charge de l'accueil des étudiants internationaux et qui organise régulièrement des événements culturels, des sorties, des soirées. On peut voir quelques photos des événements de l'année. Donc voilà, c'est riche, ils rencontrent des étudiants internationaux et souvent ça leur donne aussi l'envie de partir à leur tour. Voilà, pour terminer, donc comme on vous le disait, sur notre site internet, on a l'ensemble de nos partenaires à l'étranger. Vous pouvez scanner le QR code si vous voulez avoir la liste. Si vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre. Vous pouvez également, pour peut-être des dossiers plus précis, des besoins plus précis, nous rejoindre aussi après sur le stand pour en parler. Est-ce que vous avez des questions? En deuxième année, pour le départ en stage, la recherche, elle doit démarrer dès la première année ou en début de deuxième année, c'est suffisant? Non, la période de recherche pour un stage 2A, elle va s'étendre entre fin novembre et le gros des stages va être pourvu jusqu'à mi-février. À partir de mi-mars, ça devient un peu plus compliqué. À partir de mi-mars, les équipes sont en général constituées, aussi bien dans les laboratoires que les entreprises, et l'embauche est un peu plus rare. Mais c'est sur cette plage-là. En amont, on a des réponses négatives, on ne sait pas si on a le budget, etc. La deuxième question, c'est sur les échanges, on va dire, plus d'études. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs, de validation? Est-ce qu'il y a dans le cas où ça se produirait, comment ça se passe? C'est une très bonne question. Alors, déjà, il faut savoir qu'en amont d'une mobilité d'études, il y a un jury de départ, un jury de sélection. Tout le monde ne peut pas partir. On sélectionne les étudiants qui partent et on essaie, autant que faire se peut, de les orienter vers des vœux réalistes par rapport à leur niveau. Du coup, les étudiants qui partent pour études, ce sont des étudiants qui ont été sélectionnés pour le programme d'études qu'ils visent. Le taux d'échec est donc assez faible. Néanmoins, il y a des exceptions, et ce sont des exceptions, je vous dirais, qui concernent des partenaires précis, qui sont particulièrement exigeants, pénalisants. Voilà. Mais c'est vraiment une toute petite minorité. Vous voulez des noms?
Alors, on a un taux d'échec notable à Polytechnique Milan, un partenaire extrêmement exigeant, alors qui n'est pas catastrophique, hein, la majorité des étudiants valident quand même. Et on a un taux d'échec également existant sur les TU allemandes, les universités de technologie allemandes, Munich, Darmstadt et Berlin. Voilà. Là, il nous arrive d'avoir des échecs. Sur le reste du réseau, en général, on n'en a pas. Simplement, ces universités-là, ce sont des universités qui sont extrêmement exigeantes. Et même si on va autoriser les départs plutôt de nos têtes de promotion sur ces destinations-là, il peut y avoir des accidents. Souvent dus à des difficultés également méthodologiques. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a un monde entre la façon d'enseigner dans une école d'ingé où les étudiants sont très très cadrés, très pris par la main, beaucoup de TP, beaucoup de TD, beaucoup d'heures en présentiel, relativement peu de travail autonome à la maison, relativement peu. Dans les universités internationales et européennes, c'est le système universitaire. Donc beaucoup plus de cours magistraux, beaucoup plus de travail en autonomie, beaucoup plus de travail bibliographique. Et ce qui peut pêcher parfois, c'est l'adaptation à ce système-là. Donc sur les échecs, ça n'est pas toujours des échecs dus à un niveau académique brut, c'est parfois une difficulté d'adaptation au système. Qu'est-ce qui se passe en cas d'échec? Plusieurs cas de figure. Soit c'est un partenaire qui propose plusieurs sessions de rattrapage. En général, les étudiants arrivent à valider au fil des rattrapages, qui peuvent parfois impliquer un retour dans le pays en question 6 mois après. C'est le cas en Italie, en Espagne, il y a une deuxième session, ou au Portugal, en juin-juillet. Soit le partenaire peut proposer, rarement, mais ça peut arriver, un travail de substitution, un projet de recherche qui va permettre d'aller chercher les crédits manquants. C'est arrivé ces 5 dernières années, une fois ou deux, ça peut arriver. Dans le pire du pire, alors on peut redoubler également sur place, on peut faire le choix d'un redoublement sur place. Dans le pire du pire des cas, l'étudiant rentre et redouble son semestre 9. Voilà, puisque c'est ce qui lui reste à valider pour nous, pour avoir le diplôme de l'NCA. Donc admettons un étudiant qui part à la place de son semestre 9, qui ne parvient pas à valider malgré les rattrapages, malgré tout ce qui est mis en place pour lui. En règle générale, il va faire son projet de fin d'études, il fait son stage final, comme ça c'est validé. Il revient, il redouble son semestre 9, il est validé en mars de l'année N+1. Voilà, il est diplômé 6 mois plus tard. Cette procédure-là concerne, en moyenne, je vous dirais, un étudiant par an. On n'en a pas tous les ans. Pour un flux sortant qui va varier entre 45 et 70 par an. Donc c'est vraiment une minorité parce qu'on fait ce travail de sélection en amont et d'orientation. Mais ça arrive. D'autres questions? Oui. En fait, c'est 1 ou 2 semestres maximum. Et donc, c'est forcément 2 semestres consécutifs. Ça peut être un semestre en deuxième année, par exemple, et un semestre en troisième année. C'est possible. On peut partir en semestre 8, puis repartir, par exemple, en semestre 10, après un semestre 9 ici. On peut partir en semestre 8 et en semestre 9 ailleurs. On peut partir en semestre 8 et pendant 2 ans en double diplôme ailleurs. Quelque chose que les étudiants aiment bien faire, c'est partir en stage de deuxième année quelque part et puis en études en semestre 9 ailleurs. Ou au même endroit. Typiquement, nos étudiants qui vont dans des pays dont la formation n'est pas en anglais aiment bien faire un stage avant. Ils font un stage, consolident la langue et ils commencent leurs études. Tout est possible. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'il faut prévoir un budget complémentaire sur l'année, pas pour la logistique, le logement et tout ça, mais pour payer, est-ce qu'il faut payer l'école en fait? Ça dépend. C'est très variable. Donc on parle de droit universitaire, de frais d'inscription. Les frais d'inscription vont être exigés aux étudiants qui vont aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande, au Canada, si c'est double diplômant, si c'est pour un simple échange, non, mais si c'est pour obtenir le diplôme, oui, et en Chine. Pour échange simple et pas pour double diplôme. C'est particulier, mais... Les frais demandés, partout ailleurs, non. Il n'y a pas de droit universitaire, donc sur toutes les universités européennes, ils ne payent pas de droit universitaire. Au Japon, ils ne payent pas de droit universitaire. Partout ailleurs, il n'y a pas de droit universitaire. Les droits universitaires, lorsqu'ils sont exigés, sont extrêmement variables. Ça va aller de 6 000 € par an à Cork, ou 5 000 € par an en Chine, à 38 000 à l'Imperial College à Londres. Voilà. Et tout ce que vous pouvez imaginer entre. Pour vous donner une fourchette d'idées, aux États-Unis, ça va s'échelonner entre 23 000 et 28 000 € par an. La formation durant en général 1 an.
Irlande, c'est 6 000 à 8 000 euros par an. Et Chine, c'est dans les 5 000 euros. Et Grande-Bretagne, c'est entre 26 000 et 38 000. Ah, c'est des formations d'anglais. Donc là, oui, il faut budgéter. Ce sont des choses ce sont des destinations soit où traditionnellement l'enseignement se paye cher, je pense aux États-Unis, soit des destinations qui ont rendu l'enseignement cher post-Brexit, par exemple. Voilà. Donc le Brexit a fait ça, c'est-à-dire que les universités sont sorties du programme Erasmus, elles ne sont donc plus partenaires Erasmus, et donc nos étudiants, ils vont en tant que, avec le même statut qu'un candidat étranger, ils appellent ça overseas, de manutention, qui coûte très, très cher. Donc sur certaines destinations, oui, ça implique une prévision budgétaire lourde. Après, sur le reste, on a d'excellents partenaires. Polytechnique Milan n'exige aucun frais, les TU allemandes non plus, tous nos partenaires scandinaves, nos partenaires espagnols, portugais ne demandent aucun droit universitaire aux étudiants. C'est la vertu de l'accord, c'est la vertu de la collaboration. Si vous avez plus de questions, nous serons au stand. N'hésitez pas à repasser nous voir, pour toute question un peu plus spécifique. Oui, allez-y. Dans les deuxièmes langues ou troisième langues, oui. Un panel, on va dire, il y a plein de pays qui sont partenaires. Donc, on oui. peut partir dans un pays comme le Portugal, par exemple, en ayant fait allemand, par exemple. Tout à fait. Alors attention, les formations qu'on propose sont systématiquement en anglais ou dans une autre langue qui est communiquée à l'étudiant. Voilà. Par contre, au Portugal, les masters qu'on propose sont en anglais. Informatique à Lisbonne, c'est en anglais. Data Science à Porto, c'est en anglais. Voilà. Et si un étudiant présente un vœu pour une formation en espagnol, on va bien vérifier le niveau d'espagnol. Je vous rassure, et en allemand aussi. Voilà.